si on faisait ça pendant 30 minutes, voici le fameux protocole de Dresden. Et après, l'industrie cherchait des moyens de nous épargner du temps en disant que, là, si on met moins de minutes et on compense avec l'intensité, l'irradiation totale, l'affluence est la même, on devrait pouvoir faire plus rapide et plus rapide. Et comme vous avez entendu, ça s'arrête à un moment donné. Et en fait, ça c'est la biomécanique de tous ces protocoles accélérés. Le bleu est le protocole initial de Dresden. Et la barre, c'est la biomécanique. Et vous voyez que le Dresden est le meilleur. Et même le 10 minutes, il est significativement moins efficace. Mais on l'utilise dans la pratique clinique parce que cliniquement, ça suffit très bien pour la grande plupart de nos préventions. Mais si j'ai un très jeune ou une forme très agressive, je reviens vers le protocole de Dresden à cause de cela, parce que théoriquement, les 30 minutes longs sont encore plus efficaces. Et la raison pour laquelle l'efficacité tombe, c'est parce que l'oxygène n'arrive pas à diffuser si rapidement. Maintenant, le nouveau protocole que j'aimerais vous proposer, on a cherché maintenant pendant presque 2 ans dans le labo un moyen de compenser ce problème, cette chute d'efficacité, en restant tout de même accéléré. On a trouvé un protocole qui fait 18 milliwatts en lumière continue, non pas pour 5 minutes, mais pour 9 minutes 15. C'est 10 joules. Et on vient de le publier il y a moins que 2 semaines dans le journal de l'ARVO, le journal sœur de l'IOVS. Et voici un contrôle non irradié après le protocole, le fameux protocole de Dresden. Ça, c'est les 10 minutes, comme avant. Et ça, c'est le nouveau protocole. Ça donne plus de stiffness que Dresden dans un tiers du temps. Et ça en fait plus 9 milliwatts, ça fait 18. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. La Dresden 10 minutes et le nouveau protocole, 18 milliwatts, c'est intéressant si vous voulez rester dans le EPI-off. Maintenant, le EPI-off est joli, mais on veut tous avoir de l'EPI-on. Et j'étais pas convaincu pendant des années. On a fait une étude nous-mêmes en 2014 qui n'était pas très efficace dans l'EPI-on. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de facteurs qu'il faut modifier et comprendre. Et maintenant, je pense qu'on est finalement là. Qu'est-ce qu'on modifie? On modifie de nouveau ces 3 facteurs. Si on reste dans l'EPI-on maintenant, on a l'épithélium comme barrière contre l'UV. Ça, c'est assez facile. On sait que l'épithélium bloque environ 20% de l'énergie. Alors, il faut simplement augmenter l'intensité. Ça, c'est facile. Est-ce que je peux demander, en fait, je vois beaucoup de jeunes, combien d'entre vous sont encore en formation? Et combien d'entre vous en moins de 5 ans après fin de la formation? Ça fait presque la moitié en total, c'est super. Alors, vous augmentez l'intensité. Comment mettre la riboflavine à travers l'épithélium? C'est déjà beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, une grande partie utilise la iontophoreuse comme transport actif ou bien des penetration enhancers, des substances qui modifient les jonctions de l'épithélium. Le plus difficile est le facteur qui est le facteur essentiel, c'est l'oxygène. Parce qu'il faut s'assurer qu'à tout moment, il y a assez d'oxygène dans la corne. On avait prouvé ça il y a 7 ans en faisant du cross-linking dans une atmosphère de hélium. Et une fois qu'on a supprimé l'oxygène complètement, il n'y avait aucun cross-linking qui se faisait. Alors on savait que l'oxygène est nécessaire. Et depuis 2014, on a pris des mesures pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le EPI-on. La première mesure était la lumière pulsée. L'idée est que dans le on, on consomme de l'oxygène et dans le off, il y a 1 seconde temps de rediffusion. Maintenant, la lumière pulsée seule ne suffit pas. On l'a montré dans le labo, d'autres groupes l'ont démontré cliniquement, ça ne vous donne aucun avantage. C'est un moyen qui fait du sens, mais comme moyen seul, pas assez efficace. Après, on s'est mis à penser en disant, ok, si on va trop rapidement, on a un problème, un déficit d'oxygène. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas extrêmement lentement? Au lieu de faire 30 minutes, faisons 1 heure. 1 heure avec la moitié de l'intensité en EPI-on, ça marche
parfaitement. On a publié il y a 3 ans dans le JRS et on a eu un épion formidable. Mais comme clinicien, je ne veux pas passer 1 heure avec mon patient. C'était une preuve de concept qui nous démontre le tout se tourne autour de l'oxygène. La riboflavine, on arrive à saturer la cornée, mais c'est l'oxygène qui nous limite. Alors, si on met ça ensemble, qu'est-ce qu'il nous faut pour un épione qui a du succès? On peut théoriquement déaccélérer la réaction, ok? Ou bien, si c'est un problème d'oxygène, comme le docteur Ifai a dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un boost? On met plus d'oxygène sur la cornée. L'air que nous aurons dans cette salle a 21% d'oxygène. Si on a, par exemple, des goggles avec 100% d'oxygène, ça donne plus de disponibilité et une pression partielle différente. C'est juste. Et ça marche. Et aucune question que ça marche, ça suit le concept physiologique et vous l'utilisez et ça marche très bien. Le désavantage sur un point global, c'est cher et c'est une technologie additionnelle. Alors la question est-ce qu'on peut faire sans? C'est pas une question mettez plus d'oxygène, non, c'est une question combien d'oxygène est-ce qu'il y a dans la cornée à disposition et comment est-ce qu'on le manipule? Alors, on le manipule en ce que j'appelle utilisant une combinaison intelligente de tous ces facteurs en utilisant l'air normal, les 21% dans cette salle. Et le premier qui a réussi à le faire est notre ami Cosimo Mazzotta de l'Italie. Il a trouvé un protocole qui fait de la lumière pulsée à intensité augmentée avec une accélération très très légère, de 30 minutes à 14. Et avec de l'air normal, il lui fallait encore de la iontophorése. Et en faisant ça, il a publié ces cas de 3 ans de suivi, il y a quelques mois, avec des très bons résultats, avec une ligne de démarcation autour de 200 microns. Ça marche, cet épione, sans goggles. Alors, jusqu'à maintenant, il nous fallait des facteurs différents, il nous fallait de l'oxygène, dans le cas des goggles, il nous fallait de la iontophorése dans d'autres cas, comme chez Cosimo Mazzotta. On a réussi à se débarrasser avec la méthode de Mazzotta de l'oxygène, mais on a toujours poussé la riboflavine dans la cornée avec la iontophorése. Et de nouveau, c'est une technologie additionnelle qui coûte cher. Et vous l'avez déjà essayé, la iontophorése. Qui d'entre vous a fait de la iontophorése? C'est pénible, parce que si on perd la succion, la riboflavine est partout, ça peut faire mal aux patients, et c'est pas facile. Alors la question est, est-ce qu'on peut se débarrasser de la ionto aussi? Comment? À revenir sur les penetration enhancers, et on a passé plus qu'une année dans l'école fédérale polytechnique de Zurich, dans le microscope à 2 photons et à multiples photons pour comparer la saturation dans le stroma entre iontophorése et différents mélanges de penetration enhancers, différents temps. Et on a finalement réussi à avoir une saturation qui est comparable à la iontophorése. Le seul désavantage, ça va prendre votre personnel technique 34 minutes à préparer les patients. Ça prend longtemps, ça prend 15 minutes avec les penetration enhancers et 20 minutes avec la ribo, et ce n'est pas vous qui faites. Et vous revenez à la fin pour faire un épione avec la lumière pulsée pendant 12 minutes 58 secondes. C'est 7 jours. Alors, en conclusion, l'oxygène est essentiel. Il ne s'agit pas de mettre plus d'oxygène à disposition, il s'agit de respecter le fait que le tissu a besoin d'oxygène et ne peut jamais aller dans une sous-couverture d'oxygène. Et le rêve, donc, serait de faire un épione bilatéral dans le futur. Comme vous dites, l'épione n'a pas de risque d'infection. Ça, c'est l'épione. Non, la fameuse limite, cornéfine, la limite est de 400 microns. On avait publié ce papier, Théo Zeiler et moi-même, en 2006. On n'avait pas encore d'OCT, alors on a découvert cette ligne de démarcation à la lampe à fond. C'était une fente très fine, avec beaucoup d'intensité. Vous voyez très bien la ligne. Et là, de nouveau, c'est clair. Utiliser un protocole qui respecte les 400 microns de stroma, mais qu'est-ce que vous faites dans la réalité si vous êtes face à une cornée qui fait 215 et qui, avec une lentille pourrait encore parfaitement bien fonctionner? Comment est-ce que vous arrêtez la progression?
Et là, je me répète brièvement, le docteur Rifa l'a déjà démontré, le premier essai de trouver un protocole pour les cornées fines était celui de notre groupe à Zurich. On a inventé la riboflavine osmolaire pour gonfler la corne. Et quelques ans plus tard, Susan Jacob a proposé, mettons une lentille de contact sur la corne. Et si vous me demandez aujourd'hui si j'utilise une de ces deux techniques, la réponse est non. Je ne les utilise plus. Pourquoi? Dans le cas du gonflement de la cornée, ça a été publié que l'effet biomécanique, il est bien, ça marche. Le gros problème est que, ça c'est l'effet biomécanique, même dans une cornée gonflée, le gros problème, et ce n'est pas prédictible. Quelques cornées gonflent énormément, d'autres gonflent pratiquement pas. Alors vous êtes toujours devant une surprise dans le bloc. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Dans le cas de la lentille de contact, le gros problème, et on a déjà publié il y a 6 ans, est 30% de perte d'efficacité. Parce que la lentille bloque une partie de l'oxygène. La meilleure lentille du monde n'a pas un coefficient de diffusion qui est à 100%. Vous avez moins d'oxygène, vous allez perdre de l'efficacité. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait dans une cornée, ça c'est que du stroma, et puis off. Dans une stroma de 400, vous avez eu un protocole qui fait une ligne de démarcation avec une marge de sécurité en gaz d'endothélium. Et si la cornée était trop fine, risque d'endommager l'endothélium, alors on a pris des mesures pour, d'une manière ou d'une autre, augmenter l'épaisseur. La gonfler, mettre une lentille de contact, vous augmentez l'épaisseur. Ce que nous avons maintenant développé est le protocole sous 400 qui fait ça. Si vous êtes face à une cornée de 400, tant mieux. Si vous êtes à 310, il vous faut une irradiation individuelle qui s'adapte à la cornée et qui s'arrête toujours devant l'endothélium, que ce soit 310 ou 240. Et c'est ce que le docteur Rifa a appelé le cross-linking individualisé. Si vous faites la cataracte et vous êtes devant un noyau ultra dur, est-ce que vous allez vraiment utiliser les mêmes paramètres techniques que sur une clear lens extraction, sur un noyau très lourd? Non, vous allez modifier votre technique. Même chose. Donc, jusqu'à maintenant, en autres mots, on a fait quelque chose d'assez inhabituel. On a eu une technologie en se disant, oui, mais ma cornée, elle ne marche pas avec la technologie, modifions la cornée. Non, il faut faire le contraire. Il ne faut pas adapter la cornée à la technique, il faut adapter la technique à la cornée. Ça fait beaucoup plus de sens. Mais il nous a fallu comprendre le métabolisme de la cornée plus en détail. Alors, le sous 400 a été développé et publié il y a 4 ans comme algorithme. Et c'était dans le Journal of Refractive Surgery en 2017. Et après, on est allé dans une étude clinique prospective. Et c'est maintenant très standardisé. Vous faites un épi-off comme vous le faites toujours. Et à la fin, juste avant d'irradier, il vous faut quand même un parimètre pour mesurer le point final. Si vous avez un OCT dans le bloc, vous pouvez utiliser l'OCT. Le parimètre est plus facile. Pensez au fait que même avec une cornée, avec une ribo iso-osmolaire, la cornée va changer d'épaisseur. Vous ne pouvez pas prendre la valeur préopératoire. Vous pouvez prendre la valeur juste avant d'irradier. Et après, vous adaptez l'affluence. On a fait public cet algorithme. Il est publié dans le American Journal of Ophthalmology. Et vous allez trouver le papier sur le site de notre fondation, à télécharger librement. Et par exemple, si vous êtes à 3 milliwatts, si vous êtes à une épaisseur de 280 microns, ça vous dit tant de minutes à 3 milliwatts pour faire un épi-off qui n'endommage pas. Dans le cas de notre technologie à la lampe bafante, on a implémenté tout l'algorithme dans la machine. Alors c'est intégré, vous ne mettez que l'épaisseur et l'algorithme il suit et l'irradiation elle suit. L'étude avait un taux de succès de presque 90% avec un suivi de maintenant 2 ans, on a publié 1 année et ça nous a ouvert des nouvelles portes. On a réussi à traiter des kératoglobes avec une épaisseur globale de 220 microns et un suivi de 3 ans. On vient de les publier, alors vous pouvez même traiter des kératoglobes avec le Suplex.
vous pouvez utiliser le sous 400 avec chaque technologie CrossLink. C'est juste un homogramme qui est disponible à tout le monde. Il y a deux autres nouveaux concepts sur les plateformes. Il y a encore un groupe indien qui a un calculateur online, mais en fait, ce n'est pas validé cliniquement. C'est similaire à ce qu'on avait fait là. C'est où Pardon, maintenant je l'ai perdu. C'était juste l'algorithme qui était publié sans aucune validation clinique. Alors, et les valeurs sont assez différentes des nôtres. Pardon, maintenant je fais. Voilà, c'est ça. C'est ça, ils ont simplement publié des conclusions mathématiques. Et il y a le protocole M de Mazzotta, qui n'est pas un homogramme, mais une collection de tout ce qui a été publié jusqu'à maintenant. Tous les protocoles différents, avec 3 mW, 9 mW, 30 mW, pulsés, non pulsés, il les a tous collectionnés et mis dans un papier en disant, voilà, ce protocole fait une ligne de démarcation là, ce protocole est là, etc. C'est une approche très différente. Le sous 400 marche très bien dans nos mains et ça nous donne un degré de liberté qui est beaucoup plus grand. Par exemple, pour sauter là, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que fait voilà. Maintenant, on a fait tout cela parce que depuis des années, on réalise que notre vision est de démocratiser l'accès. Peut-être 10% de la population mondiale peuvent avoir un CrossLink. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres 90% qui habitent à 50 km du prochain parc?